En effet, bonjour à tous, merci d'être, et à toutes évidemment, merci d'être là. Donc on va en effet commencer par un premier temps d'échange d'une heure avec nos trois éminents invités. Alors avec Diego, on avait envie de parler de la question de la transition culturelle intégrée au sein de l'ensemble des transitions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Avec les trois personnes assises ici, on va pouvoir en traverser un certain nombre, à commencer évidemment par la question de la transition numérique, puisque le réseau ACNUM, dont j'ai l'honneur d'être la présidente, et un réseau national des arts hybrides et des cultures numériques qui prend justement sa source il y a un certain nombre d'années, voire de décennies, nous en avons parlé hier, autour des politiques liées à la réduction de la fracture numérique et des politiques culturelles qui avaient été menées par le ministère et les acteurs que nous sommes, qui composons le réseau ACNUM à une échelle nationale, dans un travail interrégional et dans une très grande diversité de typologies d'acteurs, puisque ça va en effet de entre guillemets grosses institutions culturelles jusqu'à des producteurs indépendants. Travaillons tous autour de la question de la production et la programmation des artistes qui travaillent dans le champ des arts numériques, arts hybrides, relations entre art sciences, art technologie, des structures qui mènent des projets autour de logiques des cultures numériques, c'est-à-dire en effet l'appropriation culturelle par les publics des outils et des contenus du numérique et des nouvelles technologies. Et puis la plupart des personnes, en tout cas beaucoup des membres du réseau ACNUM, ont aussi une fonction d'animation de forme d'écosystème, parce que bien entendu quand on traite des questions d'hybridité ou de numérique, voire même de transition, on est amené à être un peu un distributeur aussi sur son territoire et à travailler avec l'ensemble des parties prenantes. Cette logique d'être animateur d'un écosystème sur son territoire, comme les membres d'ACNUM, c'est ce que sont aussi chacun à leur endroit les trois personnes qu'on va écouter et que je vais avoir le plaisir d'animer, de modérer pendant une heure. Je propose de commencer en leur laissant la parole et on s'est dit que ça serait intéressant, de façon à ce que ça éclaire aussi les échanges et le débat, qu'ils se présentent et qu'ils situent leurs paroles, c'est-à-dire qu'ils disent à partir d'où ils parlent. J'aime bien qu'on sache quand quelqu'un parle et qu'on l'écoute, qu'on comprenne bien en fait à partir d'où il parle. Et il se trouve que les trois parlent à partir de parcours et de pensées assez variées, peut-être qui vous feront réagir, et en tout cas avec des beaux parcours et des belles expériences. Donc je vais faire de la façon la plus simple, c'est-à-dire que je vais d'abord passer la parole à Catherine Benguigui qui est plus près de moi, puis après je passerai la parole à Élie Comines et ensuite à Anne Le Gall pour qu'ils se présentent pendant quelques minutes, et puis après on ira sur le premier mouvement d'échange et de discussion entre nous. Donc Catherine, je te laisse te présenter en quelques minutes. Oui, résumer la vie en quelques minutes. Donc moi je suis Catherine Benguigui, donc aujourd'hui je suis adjointe à la culture à la ville de La Rochelle. J'ai un parcours un peu long maintenant. Au départ je viens de la danse, puis je suis passée par l'éducation artistique, l'enseignement. Je viens d'une famille de scientifiques, mais avec l'art qui a toujours été là. Que dire de plus, que j'ai beaucoup œuvré. Je me suis toujours sentie
un peu, pas obligé, mais poussé à faire en sorte de donner aux gens ce que j'avais eu la chance d'avoir et que d'autres n'avaient pas. Par rapport à la découverte, l'ouverture d'esprit, par rapport à tout ce qui va faire que le champ s'ouvre le plus possible. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les traits d'union, c'est les relations. Donc, quand j'entends le mot écosystème, ça fait écho, forcément. J'ai enseigné, ensuite j'ai créé des services culturels à l'université de Lille 2 d'abord, puis à l'université de La Rochelle, où j'ai été vice-présidente en charge de la culture, où j'ai rencontré plein de gens formidables, dont Diego, où en fait mon rôle ça a été toujours d'être un catalyseur un peu. C'est ça, c'était pas de... J'ai été opérateur puisque j'étais directrice du service culturel en même temps que j'avais un rôle politique, mais c'était de mettre les gens en lien, de mettre les esthétiques en lien et de produire des choses, voilà, de fabriquer des trucs. Et puis petit à petit, j'ai commencé à penser comment on pourrait élargir les choses, dans le sens où l'action que j'ai eue à l'université, ça a été... il faut savoir que La Rochelle, l'université a été créée il n'y a pas très longtemps et qu'elle a été un élément de développement du territoire, de la stratégie de développement du territoire, et que pour moi, tout ce qui était projet culturel, action culturelle, c'était le média entre l'université et la ville. Et naturellement, j'ai travaillé avec beaucoup d'acteurs. Et naturellement, je me suis impliquée dans la vie locale. Et puis naturellement, il est arrivé un moment où on m'a proposé d'entrer dans la vie politique. Et aujourd'hui, je suis adjointe à la culture. Et puis j'ai tout laissé, tout est là. Mais disons que je n'ai plus que cette fonction-là. Voilà. Et ce qui est déjà pas mal, et on le verra que ça s'incarne dans la feuille de route qui notamment contient des sujets de transition, oui. Et évidemment pas qu'autour de la question de la transition numérique, mais on va y venir. Elie Comins, aussi en quelques minutes sur à partir d'où tu parles de quelle expérience qui est aussi assez variée. Moi j'étais historien de formation et j'étais universitaire, je m'intéressais à l'histoire sociale des sciences et des techniques. Donc je dirais que j'avais peut-être un appétit, un intérêt pour ces questions-là. Et il se fait que je faisais du théâtre amateur, tout simplement, et que dans ce cadre, je ne sais pas très bien pourquoi, j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre qui étaient tout à fait, formellement assez habituelles. Enfin, je créais des PDF qui étaient ensuite joués sur une scène de théâtre. Et pour diverses raisons, ce que je créé ne me convenait pas et me convenait de moins en moins en fait. Et donc, alors quand vous écrivez, ce qui se passe c'est que la pièce que vous voyez jouer au plateau, évidemment vous la voyez 2, 3, 4, 5 ans après l'avoir écrite. Et donc dans l'intervalle, il peut y avoir un décalage qui s'opère. Donc dans mon cas ça a été assez fort. Il y a un moment un petit peu clé qui était que France Culture a diffusé une dramatique radiophonique avec des acteurs de la Comédie Française et tout. Donc c'était incroyable pour moi, qui venait vraiment du théâtre amateur très peu de temps avant. Et en même temps, c'était absolument terrifiant parce qu'il y avait cette chose qui était de moi et que je détestais et qui était un peu dans l'air comme ça et que j'arrivais à arrêter. Bref, et donc il y a une sorte de moment un peu d'interrogation. Aussi un peu de frustration à l'endroit de ce qu'était l'auteur parce que, au fond, le travail au plateau qui était ce qui m'intéressait le plus, d'être avec les autres et de travailler ensemble, je n'y avais en quelque sorte pas droit puisque, comme auteur, mon job c'était de donner le texte et puis en fait de m'en aller puisque même quand j'étais présent dans la salle de répétition, j'étais plus un problème qu'une solution, globalement. Voilà. Donc peu à peu, j'ai commencé à me dire que je pouvais jouer avec des systèmes de texte qui auraient pu disons, s'approprier les qualités, je dirais, imprévisibles qui étaient celles qui m'intéressaient au plateau. C'est peut-être d'accidents un peu magiques qui se produisent parfois quand ça se passe bien. Et je me suis dit comment faire pour faire que le texte puisse lui aussi participer à ça. Et donc j'ai commencé à jouer avec des textes qui se recombinaient, qui se déplaçaient, qui se modifiaient pendant la représentation. Et assez vite, j'ai compris que l'ordinateur était ce qui allait me permettre d'avancer dans cette direction-là. Et donc j'ai commencé à créer des formes extrêmement expérimentales, c'est-à-dire assez fragiles aussi, mais où le texte, comme ça, était au fond un texte, vraiment un code informatique, un programme informatique, et non plus un PDF. Je dirais que de fil en aiguille, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que
quand j'étais dans le cadre d'une situation théâtrale frontale classique, c'est-à-dire avec des gens assis sur des fauteuils face à une scène, ça marchait beaucoup moins bien que quand je les changeais de position physique. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il fallait que les spectateurs soient allongés, soient en train de déambuler, soient dans une piscine, qu'il soit 7h du matin, enfin tout ce qui faisait un peu déjouer les codes habituels du spectacle à 20h30, assis sur un fauteuil face à une scène, c'était pour moi le moyen de déplacer un peu l'imaginaire des spectateurs et d'essayer de les emmener vers quelque chose d'autre qui n'était plus tout à fait le théâtre qu'on pensait pouvoir trouver au sens d'un théâtre de texte. Voilà. Et donc j'ai commencé à jouer avec ces formes-là. Comme vous le pressentez, ça marchait quand même pas très bien de faire ça dans un théâtre, donc il a fallu le faire dans d'autres lieux et dans d'autres scénographies. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis trouvé à dialoguer de manière assez proche avec des directrices et directeurs de lieux, programmatrices, programmateurs, etc. Parce que ces formes-là posaient vraiment un problème à l'organisation, au fond, du spectacle vivant. Il fallait changer plein de choses. Et donc, un peu mon expérience, c'est que avoir modifié la manière dont le texte se créait, ça a donné lieu à des modifications dans toute l'organisation, au fond, non seulement de la création, mais aussi de la médiation, de la communication, de la billetterie, etc. etc. Et donc c'est un petit peu comme ça que je suis, entre guillemets, passé de l'autre côté, c'est-à-dire j'ai commencé à m'intéresser au fonctionnement des lieux culturels en général, et je suis devenu directeur adjoint de la Panacée à Montpellier, qui est aujourd'hui une composante du MOCO, Montpellier Contemporain à Montpellier, qu'on a essayé de penser comme un lieu, alors qui était presque un peu comme une sorte de centre d'art sans le label, mais qu'on a voulu penser de manière, on va dire, assez hybride, pour le dire de manière rapide, on pourra y revenir. Donc ça, c'était une première expérience dans un lieu culturel. Puis je suis arrivé à la direction générale de la création artistique du ministère de la Culture, où j'étais en charge des projets numériques et plus largement de un peu tous les projets qui n'entraient pas dans les cases théâtre, musique, danse, art visuel, même si les arts visuels étaient beaucoup plus souple, mais donc un peu tous ces projets-là avaient tendance à arriver sur mon bureau. Puis j'ai fait une autre expérience dans une association qui s'intéressait aux questions de société en lien avec le numérique. Et aujourd'hui, je suis directeur du lieu unique à Nantes, qui est la scène nationale de Nantes, et le centre de culture contemporaine de Nantes. Et je pourrais revenir sur cette appellation un peu sauvage, parce qu'évidemment, ça ne correspond pas à un label qui existe, mais c'est le nom qu'on avait donné à la Panacée, Centre de culture contemporaine de Montpellier. On l'avait piqué nous-mêmes à Barcelone, le CCCB, et Patrick Guillard, mon prédécesseur, nous l'a repris pour la scène nationale de Nantes, le lieu unique. Voilà. Donc on voit d'ores et déjà des parcours qui en effet sont à la fois hybrides et ont aussi accompagné les transitions. Anne, c'est Anne Le Gall, c'est aussi ton cas, notamment à travers une double casquette fort intéressante pour éclairer la discussion. Oui, alors effectivement, double casquette. Donc moi, je suis Anne Le Gall, directrice des publics de la Gaîté Lyrique, établissement culturel de la ville de Paris, donc un lieu hybride, un lieu culturel qui croise beaucoup de disciplines, qui interroge aussi beaucoup des questions de transition. Et donc je suis à cet endroit de la relation avec les publics, donc la médiation, les projets d'action culturelle, mais aussi l'accueil, le parcours dans la visite, la billetterie, enfin vraiment tous ces endroits qui font le parcours et qui font venir et qui font créer le lien avec les publics. Et puis à côté, je suis présidente et cofondatrice du TMN Lab. Le TMN Lab, c'est une communauté apprenante de professionnels du spectacle vivant qui réfléchit à la transformation, à la transition numérique de nos lieux, de nos métiers et plus globalement à une question de transition en fait, et comment on transforme nos manières de faire et de penser notre travail, encore une fois plutôt à l'endroit des publics, avec cette question des métiers, communication, relations publiques, etc., jusqu'aux directions. Et donc, avec cette double casquette qui se nourrit, ces deux fonctions qui se nourrissent l'un l'autre, on travaille donc avec tout un réseau. Et d'où je viens, moi, en fait, c'est vraiment une question... Enfin, je viens d'une pratique de terrain. Mon parcours professionnel s'est toujours fait à ces endroits-là. Donc, je suis passée par le théâtre du Rond-Point, sur des métiers plutôt responsable communication. J'étais en théâtre en banlieue parisienne, sur, pareil, un pilotage
développement, communication, relations publiques, aujourd'hui la Gaîté Lyrique. Donc c'est vraiment sur cette approche toujours de lien entre le projet culturel et son territoire, le projet culturel et les publics. Et puis par ailleurs, sur ces questions de transition et notamment numérique, là où je suis amenée le TMN Lab, je suis une praticienne, une testeuse. Je me définissais souvent comme la geek de la bande dans le TMN Lab. Dès mon premier modem 56K, j'ai commencé à tout d'un coup tester des choses et voir la formidable potentialité de création de liens et de création tout court et d'expérimentation qui m'a passionnée. J'ai donc eu des pratiques personnelles à ces endroits-là. J'ai pu accompagner aussi en tant que consultante en marge de mon travail des acteurs et toutes les questions que ça venait soulever et les craintes aussi que ça venait soulever, je les voyais sur le terrain. J'étais souvent sollicitée en échange avec les autres professionnels d'autres lieux, mais je voyais aussi l'isolement dans lequel tout le monde était sur ces questions, qu'il n'y avait pas de vision commune, il n'y avait pas de politique de transition numérique sur ces questions. Et ça a été comme ça qu'on a eu ce besoin de créer depuis le terrain une communauté pour ensemble pouvoir imaginer des choses concrètes, en même temps penser la transition, mais aussi faire. Et c'est vraiment une communauté de pratique, une communauté de partage et qui permet de travailler à l'échelle nationale sur les questions qui vont aussi nous animer aujourd'hui de transition. Mais alors, donc, vu que à travers cette présentation que tu fais de toi-même, tu as commencé à évoquer et notamment faire une forme de premier constat. Je vais rentrer dans le vif du sujet avec toi et voilà, dans l'idée, le dialogue peut s'instaurer entre vous trois. Alors on va essayer de faire en sorte qu'à la fin on ait la possibilité d'avoir un échange et un dialogue avec vous aussi. Mais les membres du réseau TNM Lab sont même essentiellement, parce que TNM Lab ça veut dire théâtre numérique. Théâtre au pluriel, parce que c'est la question des lieux de spectacle et non pas de la discipline, et médiation numérique, médiation à l'ère numérique. Est-ce qu'aujourd'hui, entre ces premiers constats qui ont amené à la création de ce réseau et aujourd'hui, est-ce que dans leur position sur leur territoire, peut-être même au sein de leurs écosystèmes et en relation avec leurs institutions et leurs collectivités, est-ce que tu as l'impression que la question des transitions, que ça soit en effet la transition numérique, mais que nous accolons beaucoup quand même aux autres transitions, c'est des sujets dont on discute assez régulièrement, et notamment la question de la transition écologique. Est-ce que quel serait le constat que tu ferais aujourd'hui de la façon dont à la fois les politiques culturelles et à la fois les lieux sur leur territoire s'en emparent, sont désemparés éventuellement, sont agissants ou sont peut-être même freinés pour justement des raisons d'évolution d'organisation, de moyens peut-être sur les logiques de ces différentes transitions. Ce serait quoi ton constat ? Alors c'est assez vaste comme question. Oui, c'est très vaste. C'est hyper vaste. Je vais essayer d'avoir un fil. Alors déjà, je vais juste, en 10 ans du TMN Lab, on a vu des évolutions. On a fait 2 états des lieux, un en 2016, état des lieux du numérique dans le spectacle vivant, et en 2021, qui ont aussi permis de mesurer un peu l'évolution. Et je précise aussi que, étant donné que c'est une communauté de pratique qui est venue du terrain par des gens qui étaient convaincus qu'il y avait quelque chose à faire, c'est aussi des professionnels qui ont grandi pendant 10 ans. Oui. Donc, on a vu, c'est des personnes qui ont pu amener des changements au fur et à mesure dans leur lieu et aussi se confronter à des finalement, c'est les personnes qui composent le TNM Lab, c'est les personnes qui sont pas en confrontation, pardon, en charge du public, ce qu'on appelle... C'est souvent, voilà. oui, souvent. Et pour refaire, en gros, on a commencé vraiment plutôt sur des théâtres. C'était là où on a démarré. Aujourd'hui, on est sur la question spectacle vivant plus large. On a des lieux avec d'autres disciplines. Et au début, on était très, très com. En fait, quand on posait des questions de transition numérique, les endroits où les questions se sont posées dans les lieux, c'était à la com.
et elle sortait assez peu de la com, en tout cas au début. Encore aujourd'hui, dans certains lieux, c'est toujours le cas. Mais aujourd'hui, on a des professions beaucoup plus larges, en fait. Et on a aussi, au début, on a vu beaucoup de personnes qui étaient très opérationnelles. Aujourd'hui, on a tout l'organigramme. Et c'est très important pour nous de garder cette question du rapport au terrain très proche, mais en même temps d'être en dialogue avec des directions de services, etc. Donc voilà un petit peu pour situer. Sur ces questions de transition, ce qu'on a pu observer, nous, au TMN Lab, encore une fois, on était à un endroit très opérationnel. Donc les premières questions qu'on s'est posées, elles étaient plutôt à ces endroits-là. Et du coup, c'était une transition qui était très d'inquiétude technique et de métier, et qui n'était pas forcément une vision plus globale. Et nous, ce qu'on a essayé d'amener au TMN Lab, c'est de dire, en fait, la question de la transition numérique, c'était notre sujet, c'est une transition sociétale, sociale, c'est pas seulement une transition technique. Et du coup, comment on arrive à l'aborder au sein du réseau et essayer de en fait, construire une culture numérique commune qui permet ensuite d'avoir des pratiques individuelles sur ces sujets-là, mais qu'en tout cas, ce soit intégré au projet. Et au début, c'était vraiment pas du tout le cas. C'est-à-dire, dans l'observation qu'on avait, c'était des lieux qui avaient éventuellement un poste dédié à la question du numérique, un stagiaire dédié au numérique, mais il n'y avait pas de vision. Il y avait des lieux quand même qui sortaient du lot, bien entendu. Je fais plutôt une vision globale du secteur. On a vu évoluer les choses avec de plus en plus de modifications et donc de transitions, notamment organisationnelles, qui vont favoriser des initiatives, des expérimentations en interne, des petits pas du coup, mais au moins qui ont la place et qui peuvent exister. Et nous, notre rôle, c'est de les identifier, de montrer ce qui se passe, de les mettre en dialogue et de voir s'il y a des modèles qu'on peut dépliquer, etc. Donc on a vu ça bouger, et en même temps, quand on compare l'état des lieux du numérique 2016 et 2021, en 5 ans, néanmoins, globalement et statistiquement, l'évolution elle est très faible. C'est-à-dire que ça n'a pas tellement progressé, cette question de la place du numérique, de l'évolution des métiers, beaucoup encore d'inquiétudes, beaucoup de problématiques de confrontation. On a quand même 37% des répondants qui disent que la question de la transition numérique, elle est incompatible avec leur métier. Ouais. Donc ça veut dire que ça n'est pas conçu comme une transition sociétale, mais que c'est quelque chose d'externe. C'est quand même vraiment questionnant. Et vous avez eu plus de 500 répondants. 549, oui. On a eu 549 répondants sur une enquête qui demandait à peu près 4-5 heures à remplir en équipe. Donc j'avoue qu'on a mis la barre assez haute, mais c'était un vrai outil d'autodiagnostic aussi pour les répondants, parce que ça obligeait, pour bien y répondre, à traverser beaucoup de métiers différents, puisque ça questionnait la transformation numérique de l'organisation, donc vraiment aussi dans les questions de métier, de RH, d'encadrement, dans les questions de communication, de médiation, puis après de questions de gestion de la donnée, d'open content, etc. Donc c'était vraiment une manière de faire un diagnostic global. Et en tout cas, donc le résultat il est là. Aujourd'hui, on a aussi questionné sur le fait de où se situait le numérique. Est-ce que c'était un axe stratégique vraiment du projet? Et en fait, ce qu'on sent, c'est qu'on est encore à cet endroit où justement le numérique, soit ça va être un petit objet de métier, soit ça va être éventuellement un axe programmatique, évidemment, mais c'est encore justement une question, on se dit ça doit être un axe stratégique, ça doit être un budget dédié, etc., sans voir qu'en fait le numérique, c'est une transformation qui est là, et donc après, on n'est pas obligé d'avoir une programmation numérique ou des actions numériques spécifiques, mais en fait, la transformation numérique, elle est là, donc qu'est-ce qu'on en fait? Elle a transformé les usages des publics, elle a transformé la relation aux institutions, et donc c'est un état de fait, comment on mute par rapport à ces changements. Et donc on voit qu'encore on est très balbutiant sur ces sujets. Alors je vais me tourner vers Catherine, et parce que j'ai vu que tu avais pris des notes, et surtout je lance un peu la discussion, mais il y a quelque chose qu'a dit Anne qui m'interpelle, c'est la question de l'aller-retour entre des petits pas très concrets de ce qu'il faut qu'on fasse quotidiennement, jusqu'à la question en fait de la vision. Et finalement sur l'accompagnement par l'intermédiaire de politiques culturelles aux questions des transitions, c'est toujours un peu cet aller-retour là, c'est toujours un peu avoir ce regard, j'imagine, quand on a en charge la culture d'une ville et qu'on est face à l'ensemble des acteurs ou des opérateurs, comment on avance dans ce souhait d'accompagner les transitions? Déjà, moi, ce que je voudrais dire, c'est que
On parle beaucoup de transition écologique, de transition agricole, transition industrielle, etc. Mais le mot transition lui-même, moi, il me pose question. Je pense que de toute façon, tout écosystème, toute pensée, toute production, toute action est tout le temps en transition. On est en mouvement, on est tous en mouvement depuis des années et des années. Aujourd'hui, on parle de transition, mais c'est plus pour moi de radicalité peut-être dans la transformation, parce qu'on a une urgence, parce qu'on est face à un environnement qui nous pose question, parce qu'il y a la problématique climatique, parce que la filière culturelle, elle s'interroge, alors qu'elle s'est peut-être pas interrogée sur ces questions-là, ou moins que d'autres filières. Et en fait, il y a la question des usages, bien évidemment, dont ce que tu appelles la transition numérique. Mais pas seulement. Je pense que ce qu'on pourrait appeler métamorphose, c'est la prise en compte par l'ensemble des acteurs qu'on est dans un collectif. Et je pense que le rôle... Moi, je ne suis pas un opérateur, je l'ai été, mais je ne suis pas un opérateur. Je pense que le rôle d'un adjoint à la culture, c'est de susciter les rencontres, de travailler sur les liaisons, de façon à ce que les actions soient plus partagées. Et c'est en faisant qu'on fait les choses. C'est ce que tu dis, ce que vous disiez tout à l'heure. C'est en faisant qu'on fait les choses. Et comment un adjoint à la culture, il peut déceler à certains moments ou même favoriser la transformation. Ça peut se faire, comme on en discutait tout à l'heure, à travers des conventions d'objectifs de moyens par rapport aux grandes structures. Quand on discute sur à quel endroit on se croise, le politique, il n'est pas là pour faire des injonctions. Il est là pour, à un moment donné, faire en sorte que la vision partagée, et pas seulement la sienne, puisse s'incarner dans des propositions des acteurs. Donc ça, c'est une première chose. Comment on fait ça? Et puis après aussi, dans comment on souhaite bousculer le système. Par exemple, avec l'arrivée de nouveaux acteurs. Comment on suscite l'arrivée de nouveaux acteurs dans un champ culturel, avec il y a un tel, telle structure, tels acteurs, etc. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour que l'arrivée de nouveaux, ou quand on recrute des gens ou qu'on participe à des recrutements, fasse que ça fasse bouger la tête. Parce qu'en fait, pour moi, la culture, c'est l'humain, et de toute façon, on ne pourra réussir la transition, si je parle de transition malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, que si on transforme les représentations, les esprits, d'une part, mais pas que l'esprit. Moi, je réfléchis en ayant fait de la danse, et puis je vois qu'il y a des danseurs, ils seront peut-être d'accord avec moi. Je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est se reconnecter collectivement au vivant. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas juste mettre, même s'il faut le faire, planter des arbres. C'est aussi réfléchir sur qu'est-ce qui va faire qu'on va penser différemment, qu'on va penser collectif, qu'on va avoir de la bienveillance, qu'on va mettre l'humain au cœur des projets, qu'on va... Comment je pourrais expliquer qu'on va favoriser justement le temps long, qu'on va réfléchir à la géographie, à l'espace, qu'on va oublier personne, qu'on va considérer que chacun a une parole et que la parole de chacun est aussi importante que la parole des élus ou que la parole des acteurs. Comment on va impliquer des gens, comment on va mettre dans des conseils d'administration des jeunes, comment on va prendre en compte l'évolution des pensées de la société, et comment on va tenter d'essayer de faire que là d'où je vois, ben c'est là d'où je vois, mais c'est peut-être pas là où tout le monde voit. Donc comment on crée ça? Comment on fait mieux? Comment on prend le temps de faire mieux? Et comment on résout les paradoxes, le paradoxe des injonctions contradictoires sur un territoire où à un moment donné il faut exister, donc on est en
une sorte de concurrence entre les acteurs, entre les compagnies, où il faut produire, il faut exister, il faut... voilà. Mais en même temps, comment on... Bon, nous, à La Rochelle, c'est particulier, parce que c'est une ville, il se passe tellement de trucs, et plein de trucs, et tout le monde veut faire plus, et on développe. Mais est-ce que le développement, c'est la quantité ? Est-ce que le développement, c'est quoi le développement ? Comment on fait mieux ? Comment on concerne le plus de monde possible ? Comment on participe à la réflexion, tant par l'expérience sensible que par la présence artistique, qui, moi, à mon avis, est fondamentale à l'implication des uns et des autres dans nos grands défis sociétaux. À concert, quel est le sens ? Pourquoi les artistes ? Moi, je crois que les artistes, ils ont un rôle énorme à jouer, justement, parce que ce sont des humains comme les autres, mais en même temps... Ça dépend lesquels. Ils vont nous toucher en complémentarité avec les scientifiques, en complémentarité avec les acteurs, en complémentarité avec les politiques, hein, mais ils vont nous toucher sur des endroits, mais qui parlent là, voilà, qui ne sont pas les mêmes que les autres endroits. Voilà, ils vont nous transformer et le corps et l'esprit, et ils vont faire qu'à un moment donné, on pourra pas s'adapter. Les gens, il faut les ouvrir le plus possible et faire en sorte qu'ils soient en capacité de faire les pas de côté et de bâtir ensemble. Voilà, c'est de l'utopie tout ça, mais il faut bien être animé pour être là tous les jours et puis essayer de relier les gens, quoi. C'est ça mon rôle, moi. Alors c'est bien, ça anticipe un peu sur la troisième partie les logiques de justement de comment faire en sorte que ces sujets de transition soient plus appréhendés par le secteur culturel. Mais Élie, alors à moins que tu voulais rebondir directement, mais sinon, moi je me pose quand même une question qui est que là, aujourd'hui, le secteur culturel est quand même un peu fragilisé. On est quand même dans un moment où je ne sais pas si on en sort ou si on y est encore, mais se pose plein de questions pour les lieux, pour les projets culturels. Est-ce que appréhender la question de la transition, finalement, c'est possible? Est-ce que c'est un moment dans lequel c'est possible d'y arriver, à la fois parce qu'on voit sur la question de la vision ou des visions, et peut-être des visions des politiques culturelles, c'est pas évident, et puis parce qu'il y a la réalité aussi une réalité d'un directeur d'une scène nationale entre les gens. Est-ce que les gens vont venir? Dans quel état sont mes équipes? Alors sur la question est-ce que c'est possible, il faut évidemment répondre oui, absolument, parce que sinon... alors sur la question de savoir est-ce que c'est difficile, si j'ai bien compris ce que tu as dit, oui, tout à fait aussi. Alors moi, il y a peut-être une expression que je voudrais appuyer un peu dans cette conversation, qui est celle de culture numérique, et même celle de culture contemporaine. Je le dis pour deux raisons. Alors d'abord, il y a une raison tout à fait territoriale, qui est qu'à Nantes, il y a un lieu qui s'appelle Stéréolux, oui, qui travaille directement, explicitement sur les arts numériques. Et donc moi, au lieu unique, évidemment, je prends soin de ne pas confondre toutes ces identités de lieux. Ça, c'est très très important, parce qu'à Nantes aussi, l'activité culturelle est intense, et c'est très important qu'entre les différents acteurs, on ait des positions assez claires. Et moi, j'aime bien cette idée que la transition numérique, c'est évidemment un aspect de la culture contemporaine, un aspect central de la culture contemporaine, et parce que ce terme de culture contemporaine nous permet de poser la question des formats, qui est peut-être une manière de répondre à ta question, des formats et des médias, au sens où ce que j'éprouve finalement beaucoup au quotidien, c'est que il y a une part de la création contemporaine c'est quand même quelque chose qui me paraît très très important à dire, c'est que dans la création contemporaine, évidemment, cette question du numérique dans nos vies, de l'imaginaire des numériques, est présente partout. Enfin, l'unique, on le voit partout sur la scène, avec
toutes les créations contemporaines, au fond, il y a toujours un téléphone portable, ça c'est un peu le côté anecdotique, mais plutôt des types de relations qui relèvent de cette grande transition anthropologique qu'on est tous en train de traverser, numérique et beaucoup plus largement que ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà des formats qui entrent sur une scène et sur un plateau, il y a aussi d'autres aspects de notre culture contemporaine qui peuvent, par exemple, être des formes artistiques qui se diffusent sur les réseaux sociaux, par exemple, ou qui peuvent être des formes hybrides entre des lieux physiques et des espaces, pour prendre cette métaphore numérique. Et c'est sur cet aspect-là qu'en tant que lieu, c'est beaucoup plus difficile d'aller. Ça me paraît très très important d'y aller. C'est-à-dire que je pense que... alors le lieu unique, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un lieu qui est un lieu vraiment formidable, notamment parce qu'il a été conçu de manière très modulaire par son architecte Patrick Bouchin. Donc je dirais que par rapport à beaucoup de lieux, c'est un lieu qui se veut lui-même très ouvert à des formats différents et à des situations, des relations très diverses entre ce qu'on va appeler, disons, un spectateur et une œuvre, mais parfois, c'est même cette coupure-là n'a plus vraiment lieu d'être. Hein. Donc c'est un peu toutes ces catégories qui jouent. Et même au lieu unique, qui pourtant est conçu dans cet esprit, eh ben, c'est pas si simple au quotidien, avec voilà, toutes les contraintes logistiques, budgétaires, par rapport à l'équipe. Et donc, notamment, il y a un fameux mur très très long que Patrick Bouchin a posé en disant c'est un mur mobile. Dans ses carnets, on voit c'est un mur mobile, vous pouvez le bouger, le détruire quand vous voulez. Évidemment, depuis 22 ans, le mur n'a évidemment pas bougé d'un millimètre parce que c'est pas si simple de détruire un mur de 200 mètres de long au plein milieu d'un lieu. Mais tout ça pour dire que je pense que cette question de sortir, disons, de ce qu'on pourrait appeler les cadres disciplinaires, en gros, c'est-à-dire de sortir de l'idée que la culture, c'est le théâtre, la danse, la musique, et c'est absolument ça, et je le revendique très très clairement, hein. Mais c'est aussi d'autres formes qui mélangent tout ça, et qui aujourd'hui nous posent beaucoup questions. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression souvent que c'est cette classification, cette typologie-là, en pratique, fonctionne plus. D'abord, elle fonctionne plus au niveau des artistes, parce que je vois beaucoup d'artistes qui naviguent d'une pratique à l'autre, de l'installation à la scène, à un objet numérique, et même en dehors de pratiques strictement artistiques. Et j'en vois de plus en plus qui bougent librement. Et puis plus largement, parce qu'au-delà du champ strictement artistique, il y a énormément de formes créatives qui viennent d'ailleurs, et qu'il faut absolument non seulement qu'on repère, mais qu'on suive et qu'on accueille chez nous. Donc pour moi, c'est un peu là que cette question se joue concrètement pour essayer de répondre à la question que tu posais. Donc là, on a établi une forme de constat à partir de vos trois prises de parole. Maintenant, j'aimerais bien qu'on prenne un peu de temps, si vous voulez bien, autour de face finalement à ce que Diego a écrit un petit texte pour qu'on prépare ensemble cette matinée. Il parle de l'hybridation, il parle carrément de l'hybridation du monde, Diego. Donc face à justement ce moment quand même dans lequel on est, et si on imagine qu'on peut être agissant sur une évolution de ce qui serait et des politiques culturelles et son action à l'endroit où on se trouve, ce serait quoi la priorité d'une certaine manière à traiter aujourd'hui dans la nécessaire transformation pour accompagner la question de la transition, voire même de l'hybridation. Alors, je regarde intensément Anne. Là, je me dis, Anne, est-ce que tu es prête à répondre à cette question de ce qui serait, de ton point de vue, une priorité, à la fois de ton point de vue, mais aussi tu peux aller même un peu au-delà, mais face à ces transitions, ce serait quoi la priorité ou les priorités de ton point de vue ? Donc les priorités, il y en a plusieurs. Alors déjà, j'avais juste envie de faire une toute petite digression par rapport à ce qu'a dit Élie. Fais donc. Et en tout cas, je trouvais très juste ce que tu disais sur cette question en fait d'une culture de notre époque, en fait, et d'une compréhension de notre époque et cette culture contemporaine qui rejoint la question de la culture numérique. Nous, à la Gaîté Lyrique, on travaille sur la question des cultures post-internet, et effectivement, c'est vraiment cette question de penser son époque et avoir une vision prospective à partir de cette connaissance de son époque. Et ça, déjà, ça n'est pas forcément naturel, en fait. Et ça doit être accompagné dans des espaces pour penser et pour faire.
Et donc des réseaux comme ACLUM, des réseaux comme TMNAB et des lieux comme le lieu unique sont autour de ces questions. Donc, je trouve que ça, c'est déjà des espaces fondamentaux. Et du coup, il y a des besoins à ces endroits-là qui sont des besoins notamment en formation. Après, c'est un lieu commun de dire qu'il y a des besoins en formation, mais on le sait très fortement. On le voit, on l'a vu dans l'état des lieux, encore une fois, que je peux citer les chiffres. On a un déficit énorme d'accompagnement en formation. On a vu évoluer les formations initiales qui ont commencé à bouger avec les intégrations de ces enjeux-là, mais on voit quand même arriver des professionnels, des nouveaux professionnels sur le secteur qui, en fait, n'ont pas forcément encore des logiciels qui ont tellement intégré ces composantes contemporaines. La formation professionnelle, elle est quand même assez peu existante, en fait, aujourd'hui dans la structuration, mais c'est une question aussi d'organisation d'accompagnement RH et d'encadrement dans les structures. Alors, encore une fois, je fais une généralité parce que statistiquement, c'est ce qu'on observe, même s'il y a des lieux qui ont engagé des vraies politiques de formation, d'accompagnement et tout ça, ou d'accompagnement transversal intérieur, mais on a un énorme déficit. Aujourd'hui, c'est une remontée qu'on a du réseau. En même temps, s'inventent des nouveaux modèles pour apprendre et pour partager, des modèles d'ingénierie pédagogique, beaucoup d'apprentissage entre pairs, l'essor de tous ces réseaux qui, quand on a monté nos réseaux, notre réseau il y a 10 ans, il y avait des choses qui existaient. Aujourd'hui, des réseaux, il y en a énormément, très actifs, parce qu'on a compris qu'il faut faire du collectif pour apprendre et avancer. Donc, je vois à cet endroit-là, en tout cas, un gros enjeu. On sait qu'il y a le PIA 4 aussi qui est sorti sur ces questions des compétences et des métiers. En tout cas, on voit que c'est un enjeu identifié, mais il faut que les acteurs y aillent. C'est un enjeu identifié, oui. Donc le PIA 4, c'est le programme d'investissement d'avenir qui est l'État qui finance dans le cadre de France 2030 et des plans d'investissement d'avenir sur lesquels d'ailleurs il y a plein de choses à dire sur ces questions de transition. Je fais encore un tout petit pas de côté, mais le PIA est sorti avec pas mal d'appels au fur et à mesure, structuré de manière où c'est très compliqué en fait pour des acteurs de terrain d'entrer dedans parce que c'est des cadres extrêmement complexes sur lesquels il faut mettre beaucoup de temps, avoir des compétences. C'est beaucoup d'argent, mais en même temps on est sollicité pour le faire. Ouais. Il y a beaucoup d'argent derrière qui est investi, mais en fait en termes de RH et de structure, mécaniquement, il n'est pas possible qu'on y aille. Donc en fait, on va inventer des manières d'y aller. Il y en a plein qui vont petits, grands, mais enfin, à quel prix ? Donc c'est assez paradoxal. Et par ailleurs, même la constitution même des PIA, quand on voit d'un côté un PIA sur l'expérience enrichie du spectacle vivant, donc qui veut inventer une transition sur les modèles de représentation et de diffusion, et de l'autre côté, un PIA sur la croissance verte pour questionner le développement durable de notre secteur, mais qu'il n'y a pas la question d'écologie dans celui sur genre il y a un moment c'est pas possible. Et donc quand on nous demande, ou pas quand on nous demande, de toute façon c'est une urgence de faire une transition, d'accompagner, d'avancer sur ces questions, mais qu'à côté on finance à coups de millions des développements qui vont à l'opposé de ce sujet, voilà, c'est un peu compliqué. Donc il y a une question de cadre politique, de convention, la discussion très intéressante qu'on a eue tout à l'heure, et c'est cette question comment, en tant qu'élu, on va poser des cadres qui permettent d'aller travailler ces questions, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde à l'état les lieux, les conventions d'objectifs qu'ils ont, les indicateurs qu'ils ont, ne permettent pas forcément d'aller dans cette transition, parce qu'il faut laisser de l'espace de respiration pour ralentir, pour expérimenter et pour aller sur d'autres modèles. Donc il y a des lieux qui vont quand même, malgré un cadre qui n'est pas forcément favorable, et heureusement, qui vont être les pilotes. Il y a des collectivités aussi qui se sont engagées dans ce sujet et qui permettent ce cadre. Donc ce sont les espaces de pilotes. Donc pour moi, formation, cohérence politique, cadre, indicateur, courage du coup des lieux aussi de négocier ces indicateurs. Je pense que nous, lieux, et là je vais arriver sur le troisième point, la question de la donnée. C'est-à-dire que la question de l'évaluation, appréciation et de la donnée, qui aujourd'hui est un sujet qui est très peu construit. Dans les lieux, on produit mal de la donnée, on ne produit pas forcément la bonne donnée, on a des critères d'évaluation interne, on n'a pas le temps d'évaluer. On a des critères d'évaluation qui souvent ne sont pas très intéressants pour travailler. Ce n'est pas une culture qui est présente dans les lieux. Le dialogue, là où ces échanges-là, par exemple avec nos tutelles, on a vraiment un enjeu ensemble de construire des indicateurs. Là où en fait souvent on a des vieux indicateurs qui existaient, qui sont souvent très quanti et pas forcément quali, et c'est difficile de les utiliser. La culture de l'évaluation au quotidien avec une approche sociologique, anthropologique, en fait on aimerait tous le faire, on n'a pas le temps. Et donc aujourd'hui, on manque de cette matière-là
pour pouvoir avoir une vue vraiment de ce qui se passe, pour sortir d'une évaluation quantique et à la course à la croissance aussi du coup. Et pour nous, il y a vraiment un enjeu à cet endroit de développer une culture des professionnels dans leur lieu, de partage aussi de ces indicateurs, de ces données quali-quanti, pour pouvoir avoir une meilleure connaissance des territoires, pouvoir construire des politiques à partir de ça et pouvoir construire de notre côté des actions. Donc je sais, au TMN Lab, c'est un des sujets sur lesquels on travaille et pour moi, ça fait partie des priorités parce qu'une transition, elle se fait aussi en conscience. Parce qu'on connaît ce qui se passe, on connaît les publics, on connaît les territoires. Et du coup, on peut aussi avoir des visions de comment répartir et faire collaborer. Alors moi je dis Anne Le Gall, ministre de la Culture, mais je vois que Élie, tu veux rebondir. Non, Anne a dit beaucoup de choses, mais je voulais ajouter un point qui est pour moi une nécessité et qui est vraiment un point central et pas simple, qui est le fait que nous devons être des lieux où nous changeons. Et des lieux, et pour changer, il va falloir expérimenter. Et ça, cette notion d'expérimentation, et je dirais de recherche, me semble absolument centrale. Et en pratique, c'est pas si simple. D'abord parce que, par exemple, quand on arrive au lieu unique, donc le lieu unique, c'est 600 propositions par an pour le public, tout confondu. Donc des grosses formes, spectacles, mais aussi des petits ateliers, des petites choses. Mais disons qu'à 35, vous voyez le volume que ça crée. Donc, quand un nouveau directeur arrive, comme moi récemment, il dit et si on prenait 4-5 jours pour réfléchir à l'évolution de nos métiers et à la transformation, tout le monde me regarde et me dit c'est très intéressant, mais c'est totalement impossible, puisque cet après-midi, je dois sortir 4 projets. Quoi. Donc ça, c'est des contraintes, je dirais, ça pose quand même un rapport à ce qu'on offre au public, c'est-à-dire que qui dit expérimentation va dire forcément, par moment, moins de diffusion, des erreurs, sûrement des échecs, très certainement, de l'argent parfois pas parfaitement bien employé, etc., des choses qu'on va apprendre. Donc ça, c'est vrai qu'il y a une logique de diffusion qui peut s'opposer parfois en pratique à une logique d'expérimentation. Mais pourtant, ce changement, il va bien falloir l'affronter. Un point peut-être aussi qu'il faut souligner, c'est que il y a énormément, je dirais, d'infrastructures, de cadres dans lesquels on inscrit notre action. Alors, je pense que la première infrastructure, c'est toujours celle de l'architecture. Hein, et souvent, il y a une certaine catégorie de formes numériques, celle qui, moi, m'intéresse le plus, qui questionne toujours, finalement, l'architecture et le fonctionnement très, très matériel des lieux physiques. Et ça, c'est une question très, très passionnante. Il y a des cadres administratifs qui jouent de manière forte, hein, c'est-à-dire que moi je suis tenu de répondre à un certain nombre d'indicateurs à la fin de chaque année, et d'ailleurs je ne suis pas contre ça du tout, parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, hein, mais simplement là dans la situation actuelle, je suis un peu à flux tendu sur le spectacle vivant par exemple, où je dois faire des jauges minimales, etc. Mais quand on fait une forme hybride comme à l'origine fut la vitesse de Nicolas Boudier et Philippe Giordano, qui est une forme pour 44 spectateurs qui sont équipés de casques et notamment de casques audio avec un dispositif audio, disons, à multiples plans, donc quelque chose d'assez précis en termes de scénographie numérique. Voilà, c'est 44 spectateurs, c'est 3 jours de montage. Concrètement, c'est ça, les formes hybrides. Et concrètement, c'est ça. Ouais. Et donc, et 44 spectateurs, c'est beaucoup déjà. Oui, et c'est énorme. Et c'est énorme. C'est pour ça qu'on avait lancé Chimère, qui était l'idée d'essayer d'augmenter ces jauges et de ne pas faire pour un spectateur, évidemment. Mais moi, à côté, ma salle, elle fait 532 places. Donc, il y a quand même une différence très, très importante. Donc ça veut dire qu'il faut qu'au niveau de mes indicateurs, par exemple, il faudrait que j'ai des indicateurs sur l'expérimentation et la recherche, ce que je défends. Donc ça c'est très important, et c'est très important autant sur la partie artistique, c'est-à-dire pour moi des endroits où les artistes travaillent et souvent travaillent ensemble, parce que je trouve que ces formes-là demandent des compétences multiples et demandent qu'elles se croisent, et souvent c'est au-delà en tout cas de mes échanges, je dirais, habituels, art plastique, musique, danse, théâtre. Donc ça veut dire que des gens qui viennent des cultures numériques vraiment, du jeu vidéo par exemple, du web, des écritures non linéaires, puissent aussi participer. Donc ça c'est très très important. Et puis l'autre point, c'est que l'activité culturelle elle-même doit pouvoir se métamorphoser et se mettre... Moi je trouve que c'est très très intéressant, notamment de se dire que les réseaux sociaux, c'est un lieu de culture, à prendre au sérieux.
et que c'est à nous de mettre en place des formes qui peuvent écouter ça, je dirais. Pour l'instant, c'est en fait très très coupé, on s'en sert comme canal de communication descendant. Et ça dialogue plus ou Oui. moins, mais enfin c'est très Mais descendant. là, c'est notamment les sujets qu'on débat. C'est quoi en fait quand on est sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, on a une approche audience, mais en fait, une audience, c'est pas un public. Et du coup, on est une audience, donc il faut de plus en plus de clics. Et en fait, on est dans quelque chose qui est complètement dévoyé par rapport à notre métier. Alors qu'il y a des choses à faire sur la question des publics en ligne, assez passionnantes. Mais du coup, c'est pareil, c'est quels vont être les nouveaux indicateurs qu'on met en place et comment on va former des personnes qui vont, par exemple, qui vont avoir des profils de médiateurs ou de créateurs et pas seulement des profils comme à l'ancienne, entre guillemets, sur ces endroits-là. Ouais. Il y a des choses à faire. Et un dernier point là-dessus pour moi, c'est qu'en tant que lieu, moi j'estime que notre rôle, c'est d'apporter une dimension collective à ces expériences numériques qui sont profondément individualisées. C'est-à-dire que mon smartphone, quelque chose que je ne vais pas prêter, a priori, facilement. Et face à, je dirais, le versant industriel des cultures numériques, très individualisant et atomisant, notre rôle est aussi d'apporter du collectif et une parole qui se partage dans ce monde-là. Pour moi, ça, c'est une piste. C'est Catherine, ce qu'ils viennent de dire, Anne et Élie, dans ce qu'il faudrait faire évoluer, ça rejoint un peu aussi ce que tu disais au début, c'est-à-dire du temps, du collectif. Mais comment des politiques culturelles, elles peuvent permettre que les projets, les structures, les gens se donnent du temps pour à la fois travailler des questions d'expérimentation, parce que c'est ce que vous a dit, aussi de changement d'approche sur les évaluateurs et les indicateurs. Il y a ça aussi dans ce que vous avez dit, voire même d'approche dans l'appropriation des différents outils qui peuvent exister aujourd'hui. Comment une politique culturelle elle accompagne ou elle pourrait accompagner ces évolutions-là? Ça pose vraiment la question du sens. La question du sens est toujours la question du lien et la question de l'évaluation. Parce que de toute façon, à un moment donné, il y a une évaluation aussi. Moi, je crois que si on a la problématique des inégalités aussi, la puissance publique, elle est là pour réduire les inégalités. Donc, ça a à voir avec la question de l'entre-soi. On est quand même... la culture, elle est quand même... elle a besoin d'insuffler. Si on veut être puissant, et si on veut que ce soit plutôt la culture qui nourrit le politique, et non pas la politique qui décide de la culture, il faut qu'on puisse faire en sorte de former, bien évidemment, les acteurs sur ces changements de vision aussi, mais aussi de relier l'art, les artistes, les acteurs culturels aux autres champs de la société. Le lien avec l'université, il est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est dans ce qu'on appelle hybride, c'est aussi grâce aux rencontres entre les artistes et les scientifiques, les artistes et les autres de la société. Et si on veut que les choses elles évoluent, le rôle de l'élu, ça va être de provoquer la rencontre entre les acteurs culturels et les autres acteurs. Et moi, mon rôle, c'est d'être partout. C'est pour ça que c'est très lourd, mais très intéressant, d'être adjoint à la culture. Parce que je m'aperçois aujourd'hui que s'il y a plein de réunions qui se font, qui ne sont pas des réunions culture, par exemple. On va discuter d'un projet de renouvellement urbain, on va discuter de problématiques économiques, on va discuter... je m'aperçois, si j'y vais, que j'ai très bien fait d'y aller, et si j'y vais pas, il fallait pas... C'est dommage. Parce qu'en réalité, tout est culture. Et que si on veut être fort, il y a des urgences. Les urgences, elles sont certes climatiques, mais elles sont démocratiques, elles sont politiques. Regardez où on en est aujourd'hui. La fracture entre les villes
et les campagnes. Même quand on regarde la carte du premier tour des élections, on n'en a pas parlé, mais il faut en parler. Des élections de la semaine dernière, on a le Front National dans les campagnes et Macron ou Mélenchon dans les villes. Il y a un vrai problème. On va où ? On est à la limite de l'exercice, là. Donc ça veut dire que si on reste entre nous et qu'on continue à discuter cultureux entre cultureux, on va se planter. Parce que d'abord, on est perché. On est perché. On ne nous comprend pas. Alors moi, j'essaye parfois d'essayer de parler. Et c'est pas facile, parce que quand on a été dans le milieu universitaire et tout, on a un langage, on est tous des technos, là, on parle de transformation, métamorphose, machin. Les gens, ils comprennent pas. Ils disent, mais c'est pas nous. C'est pas notre monde. Non. Enfin, il faut le dire, ça aussi. Il faut le dire, ça. Et comment on fait justement pour... donc la priorité pour les acteurs culturels, c'est la formation, c'est la prise de conscience. Mais comment on fait la prise de conscience ? Quel choc il va falloir ? Moi, j'espère que le choc, ça va pas être l'élection de Marine Le Pen, quand même. Non, il faut espérer, en effet. Ça. Et puis après, comment on montre aux uns et aux autres, comment on fait de l'éducation artistique culturelle partout, comment on fait venir des artistes dans des centres sociaux, dans des zones éloignées, dans des hôpitaux, dans des prisons, comment on permet à chacun de convoquer l'étonnement, enfin tout ça, quoi. Je crois que c'est ça, les urgences. Voilà, c'est super important. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser aux créateurs. On n'élèvera pas la population si on ne défend pas la création. C'est les deux. C'est pas d'un côté la démocratie culturelle, de l'autre côté la démocratisation culturelle, de l'autre côté le soutien à la création et de l'autre côté le soutien à la participation des gens. C'est pas les droits culturels d'un côté et la création de l'autre. C'est tout ça qu'il faut mailler. C'est avoir une vision systémique des choses. C'est tout ça qu'il faut mailler. Et qu'est-ce qui est de l'ordre de la forme ? Qu'est-ce qui est de l'ordre du fond dans la création artistique ? Est-ce que la transformation numérique, elle a apporté une transformation de la pensée ? Moi, ça, je ne suis pas capable de dire, je ne suis pas universitaire. Mais c'est des vraies questions qu'on doit se poser aussi. Voilà. Mais bon, il n'y a pas... C'est pas il faut, il y a qu'à, c'est faisons. Oui, puis comment rendre ça très concret, parce que... Et c'est ça, faisons. On a vu la crise qui a montré à quel point il y avait une coupure entre le secteur culturel et les gens, juste. Mais, évidemment. Après crise, on a une crise des vocations, des métiers hallucinante. C'est-à-dire que quand Profil Culture dit « Ah, super, 67% de plus d'offres d'emploi », c'est pas du tout rassurant, en fait. C'est qu'en fait, les gens s'en vont et ne veulent plus travailler dans le secteur. Donc, on a perdu le lien avec les publics. On n'est pas capable... Enfin, en vrai, il y a plein de travail qui se fait encore. Oui. Mais il y a quelque chose qui s'est détricoté. On a les gens qui ne veulent plus venir y travailler. Et où est-ce qu'on va aller ? Et donc, il y a un travail de réenchantement aussi, nous, en interne, avec les artistes, et de repositionner la figure de l'artiste, parce qu'il y a aussi cet endroit. On travaille à la Gaîté Lyrique sur des questions de nouvelle pédagogie, on travaille sur l'estime, etc. C'est un bon exemple, l'estime, où on travaille sur... L'estime, c'est donc science, technologie, engineering, art and mathématiques, avec mon accent anglais-français mélangé. Ouais. Et donc, il y a art dedans. Sauf qu'en fait, c'est art au sens pratique artistique, plastique, créativité, quoi. Et pour moi, ça, c'est un bel endroit symptomatique de, en fait, penser qu'on est dans des démarches artistiques et culturelles où, à des moments, en fait, on est sur autre chose. Et je pense qu'il faut vraiment aussi réaffirmer la question de la création. Ouais. Mm-hmm. Et je trouve que c'est très difficile de défendre les deux, et c'est très juste ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'en fait, il faut les droits culturels et la défense de la création. Ouais. Et aujourd'hui, il y a Michel Guérin a signé une tribune là, dans Le Monde que je n'ai pas encore lue, qui aborde justement ça. Ce serait intéressant de voir ce qu'il en dit. Et je pense qu'on a un nœud du problème là. Ah non, on n'y est pas du tout. Non, on n'y est pas du tout. Et comment on fait le chemin ? C'est-à-dire que beaucoup d'artistes sont partis de la pratique d'amateurs. Et comment on va accompagner ? Ça, c'est important aussi.
j'aime pas trop le mot émergence, parce que c'est un mot qu'on a employé un peu, mais comment on accompagne et comment on va nous en tant qu'élus, on va autant soutenir différemment, pas forcément quantitativement, mais comment on donne une juste valeur aux lieux labellisés, et c'est important qu'ils existent, mais aussi aux petits acteurs, aux lieux qui font tout ce travail de fourmi, qu'on a un peu abandonné quelque part, d'une certaine façon, aux petites initiatives de 3-4 artistes qui font un collectif et qui se disent, tiens, comment on détecte, il y a tout ça, comment, c'est toujours l'histoire du lien, comment on articule tout ça. On a une responsabilité. Alors, je me fais rappeler alors par le patron, parce que j'allais dire... Donc là, on a fini cette première table ronde, cet échange qui a duré 1 heure, c'était hyper rapide, hein, mais en même temps, je pense que l'essentiel a quand même été évoqué, traversé. Diego, on fait un petit... Oui, une autre question. Punaise, c'est dur, hein, il est dur. Hein. Mais après, on peut faire en effet, un échange de 1 ou 2 questions. Et ce que je vous propose pour ceux qui ont besoin de bouger, de faire un café, de le faire aussi peut-être même en même temps. On fait un peu pause question. On fait un format hybride entre pause et échange entre nous. Et du coup, alors juste pour pas que je me fasse encore engueuler, à 26, on s'en va et on fait le changement. Il est 19. Ok, donc il est 19, on a jusqu'à 26, ça fait 7 minutes de questions précisément. Et j'espère qu'il va y en avoir d'ailleurs, parce que... Est-ce qu'il y a... Oui, Clément. Sur la question des liens entre les structures culturelles et les territoires, si on essaie de se projeter, qu'est-ce que vous envisagez, quel est votre regard sur la connaissance des publics de la part des structures, et comment est-ce qu'on peut accompagner les structures pour mieux appréhender leur public? Et je ne parle pas seulement des publics qui se déplacent, et dont les structures ont déjà parfois du mal à avoir une connaissance fine de celle-ci, mais comment travailler pour que les structures entendent, connaissent, appréhendent les publics qui se déplacent en général et pas seulement dans leur structure, et les publics qui ne se déplacent pas finalement. Élie, ça c'est une question pour Élie. Ah oui. J'étais en train de me dire en t'écoutant qu'il y a encore beaucoup à faire là-dessus. C'est aussi un endroit où on a besoin d'expérimenter, parce qu'en fait quand tu fais des recherches évidemment sur des publics que tu ne connais pas, c'est un sujet dont on avait déjà parlé avec Anne à de nombreuses reprises, c'est moins efficace. Tout simplement. Si moi je fais une enquête lieu unique sur le public qui ne vient pas au lieu unique, je vais faire des efforts, je vais dépenser de l'argent pour finalement que très peu de gens de ces gens que j'étudie viennent au lieu unique. Donc ça c'est très important de le faire, il faut absolument le faire, c'est une priorité d'aller vers ceux qu'on ne connaît pas et qui ne nous connaissent pas, mais c'est plus difficile. Donc voilà, moi c'est un peu comme ça que je vois ça. On se pose beaucoup cette question-là. On se demande à Nantes comment fédérer notre action avec différents lieux. On se demande avec la ville aussi comment mener des études globales sur ces sujets. Mais je dirais qu'on est encore assez loin du compte. Et évidemment, ce qui est très frappant quand on parle de numérique, c'est que quand on pense data, c'est extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, tu as les réseaux sociaux qui sont quand tout est data, le moindre post que tu mets. Et puis de l'autre côté, nous, on est complètement en train de courir après tout ça. C'est intéressant pour ça de regarder des modèles à l'étranger, par exemple comme The Audience Agency qui a été développé en Grande-Bretagne et qui a donné lieu aussi à un autre projet au Québec sur le quartier des spectacles avec Synapse-CC où ils ont collaboré. Et là, ils ont travaillé sur la question de comment on agrège de la donnée de structures culturelles, mais aussi d'autres sources pour observer globalement les pratiques culturelles, mais aussi les pratiques de loisirs plus larges, pour comprendre un peu comment se construisent les parcours et du coup pouvoir adapter ensuite des politiques aussi vis-à-vis de personnes qui ne fréquentent pas les lieux subventionnés, institutionnels, etc. Et ça fait partie des modèles qu'on observe et on s'interroge pourquoi nous, en France, on n'a aucun projet de ce genre, alors que celui-là, il existe depuis 20 ans. Et en gros, ils montent des collaborations internationales pour essaimer leurs projets ouverts, etc.
Et effectivement, ils vont aussi récupérer des données, par exemple sur les réseaux sociaux, ils vont récupérer des données de pratique, parce qu'en fait les pratiques elles sont multiples, elles sont en ligne, elles sont sur le terrain, etc. Et on a besoin d'avoir une vue globale de ça pour comprendre les mutations à l'œuvre. Donc ça, par exemple, pour moi, ça fait partie des choses dans lesquelles on doit aller, parce que si on ne comprend pas comment ça marche, ces données-là, et qu'on n'arrive pas à être acteur pour leur utilisation, en fait, on continue à faire nos trucs un peu au nez, un peu plus que juste le nez, mais enfin quand même, et puis à côté, avec des pratiques qui sont phagocytées par des algorithmes Évidemment. qui travaillent sur la question de la diversité de ce à quoi tu accèdes, Évidemment. etc. Évidemment. Est-ce qu'il y a une autre question? On a encore un tout petit peu de temps. Ou remarque, hein, d'ailleurs, réflexion. Oui, moi, j'ai une question sur. Voilà, j'étais chez la scène nationale de New York, le Moulin du Rock, donc problématique théâtre et lieu qui a vu fondre une partie de son audience publique. Voilà, je pense qu'on est tous en train d'essayer d'analyser quelle est cette frange de public. Et enfin, nous, à notre modeste endroit, on constate que sur justement la création contemporaine, ça résiste plutôt bien. Et c'est plutôt un public traditionnel, sur des formes traditionnelles qui semble être en fort déficit de fréquentation. Et voilà, comment vous reliez éventuellement la pratique, parce que pendant tout le confinement, voilà, beaucoup de lieux se sont beaucoup investis, de lieux uniques en particulier, justement sur la captation, la transmission en ligne, en direct. Voilà, est-ce que vous faites un lien entre cette frange de public égarée et les captations vidéo? Est-ce que ces gens sont rentrés dans une culture numérique, télévisuelle, transmission en ligne ou pas? Est-ce que vous avez des débuts d'indices et d'analyses sur ça? Mais bien évidemment, on a besoin de partager nos données pour affiner cette analyse, pas que d'un point de vue sociologique, mais aussi des pratiques. Ouais, alors nous, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de streaming pendant le confinement. On est entre nous ici, là. C'est pas diffusé partout. C'est filmé quand même. Il faut quand même dire qu'on l'a fait aussi, évidemment pour garder les liens avec le public, aussi pour payer les artistes. Oui, bien ça sûr. faisait partie de la démarche. Évidemment. Et c'est vrai qu'à posteriori, moi par exemple, si quelqu'un me dit tu vas regarder 2 semaines de festival en streaming, ça va être compliqué de me mettre devant mon écran. Mais alors nos données, franchement, moi j'ai pas l'impression, pour répondre à ta question, qu'il y ait une perte de public liée à notre streaming. Ne serait-ce que parce que notre streaming, quand tu regardes les stats, ça saute en fait. C'est pas un spectateur qui est assis dans une salle et qui écoute de manière... ça vient, ça rentre, ça sort. Pardon. Donc j'arrive pas du tout à faire ce rapport-là, non. Je pense que par contre des Netflix et des choses comme ça oui, mais ça évidemment, moi j'ai pas le... Oui, je ferai une observation. Alors, on peut regarder les études qui ont été menées. Alors, pour le coup, le ministère de la Culture a fait des études sur les pratiques et on a vu, il y a eu des enquêtes faites sur quelles seront vos pratiques à post-crise et qu'est-ce qui aura changé. Et effectivement, il y a un impact, mais pas un impact tant de ce que les lieux ont produit en streaming. Parce qu'à la limite, alors là, je vais revenir à un côté plus micro, donc l'expérience qu'on a à la Gaîté Lyrique. Nous, on a fait un énorme travail aussi en ligne, avec des formes en ligne, donc au début diffusion de formes telles qu'on les faisait en salle, puis ensuite réécriture de formes réadaptées en ligne sur des questions de durée, de format, etc., pour trouver justement des choses qui fonctionnent. Ça a été un gros travail. On a fait 1,5 million de vues sur 2021 sur notre offre en ligne, donc ça a été un gros travail. 1,5 million de vues de plus de 3 secondes. Je positionne quand même, hein. Mais putain, c'est aussi énorme. pour ça que je dis audience versus public. Mais en fait, ça a permis quand même d'avoir des contenus, de travailler avec les artistes, de faire travailler les gens en production. Enfin, donc ça, on a maintenu un écosystème et on a maintenu un lien qui fait que aussi, quand on a réouvert, on a senti qu'on avait des redémarrages plus rapides que d'autres lieux, certainement aussi portés par le fait qu'on avait continué à raconter des histoires, à créer du lien, à produire des choses et à exister. Donc ça a plutôt été quelque chose de bénéfique. En tout cas, toutes les expérimentations qu'on a pu, et il y a 15 ans, quand j'étais au du Rond-Point, on avait peur du streaming qui va vider les publics. Non, en fait, ça fait venir d'autres personnes. Ça ne vide pas les salles. Après, en revanche, oui, ça a été un gros coup de massue. Les personnes ne sont plus venues dans les lieux. Donc, ils ont créé d'autres habitudes. Ils ont aussi bougé. Je parlais de la crise de vocation dans le secteur culturel, mais on a quand même dans plein de métiers des gens qui sont partis, des gens qui ont eu des problèmes financiers. Il y a eu un impact énorme sur la population. Et donc, en fait, il y a plein de raisons qui font que, effectivement, dans le réseau, beaucoup de salles parlent des problématiques de remplissage. Et avec des personnes très fidèles qui restent là,
On le voit aussi, notamment sur certaines formes, parfois même pointues. Mais un public un peu plus large qui, lui, est plus difficile à aller toucher, et des personnes qui reviendront peut-être jamais. Donc oui, ça a été très violent. Et effectivement, la place qu'a pris Netflix, la place qu'a pris d'autres pratiques, d'autres formes de sociabilité, elles impactent sur le temps disponible pour venir dans les lieux culturels. Donc comment on retisse du lien très fin sur le terrain pour... mais il y a un travail qu'on doit refaire, en fait. On doit refaire un travail de plusieurs années avec ces 2 ans de crise. Merci, il est 27. Je vais arrêter. Voilà. On va laisser la place à ceux...